ce diffractogramme va nous permettre aussi d'estimer la teneur en CO2. Et la teneur en CO2 d'un phosphate est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle va nous permettre de savoir si l'apatite est soluble ou pas soluble dans le sol. Alors, cette solubilité, elle est importante pour la plante. Comment on va déterminer, on va estimer la teneur en CO2? Voici une équation qui a été déterminée après avoir étudié un nombre très important de phosphates à l'échelle du monde. Y égale 23,63 moins 14,734 fois X. Alors cette formule, il faut la connaître pour un exercice. Il faut la connaître. Alors Y, c'est le pourcentage de CO2. X, c'est la variation, bien la différence entre le plan 004 et le plan 410. Alors sur ce diffractogramme, le plan 004, il est ici. Et sa valeur en 2θ égale 53,010. Le plan 410, il est juste à côté ici. 410, et sa valeur en 2θ, c'est 51,757. Alors pour trouver X, on va mettre 53,010 moins 51,757. Une fois la valeur de X est trouvée ici, on va la remplacer pour trouver Y, qui est le pourcentage en CO2. Alors tout à l'heure, j'ai dit que la teneur en CO2, ou bien la connaissance de la teneur en CO2 dans une apatite, ou bien dans un phosphate en général, elle est très importante parce qu'elle va nous permettre de connaître la solubilité. En effet, ici vous avez un diagramme qui montre ici la teneur maximum en phosphore dans une solution, en ppm, et là vous avez le rapport molaire de CO3 sur PO4 dans l'apatite, plus la teneur en CO2 ou bien CO3, donc on peut facilement transformer le CO2 en CO3 ou vice versa. D'après ce diagramme, plus l'apatite est riche en CO2, plus elle est soluble. L'apatite qui est riche en CO2, elle est soluble, et ça, elle est bien pour la plante, parce que la plante va en profiter facilement de phosphore dans le sol. Alors ici, sur ce diagramme, on voit juste ici CO3 et PO4. Et là, on remarque qu'il y a une relation inverse. Alors tout simplement, ça veut dire que dans l'apatite, le PO4 est remplacé par le CO3. On l'a déjà vu lorsqu'on a parlé de la structure de l'apatite. Alors voici un exercice, c'est un exercice de travaux pratiques. L'analyse diffractométrique de deux apatites A et B. Alors ici vous avez l'apatite A et l'apatite B. A montré les réflexions qui figurent dans le tableau ci-dessous. Voici les réflexions. Ici vous avez les plans HKL, 1,00, 1,01, 2,00, 2,00, etc. Cette analyse a été réalisée à l'aide d'un diffractomètre à anticathode de cuivre. Anticathode de cuivre, ça veut dire que dans ce diffractogramme, dans cet appareil de rayon X, le métal utilisé, c'est le cuivre. Le cuivre il est chauffé à une certaine température et va commencer à émettre les rayons X. Ces rayons X vont arriver sur les atomes qui constituent le minéral et vont être diffractés. Et il va avoir des pics. Et ces pics correspondent à des plans, ici. Et ces pics, ils ont des positions en 2θ, comme on l'a vu tout à l'heure sur le diffractogramme. Donc ici, vous avez le plan 1, bien le pic qui correspond au plan 1,00. Voici sa position en 2θ, et ainsi de suite. La longueur d'onde, elle est déjà donnée. Alors cette longueur d'onde correspond au cuivre. Attention, s'il y a un autre métal, on aura une autre longueur d'onde. Ici, vous avez l'apatite A, 2θ, et l'apatite B, θ. Alors θ, ça veut dire on a déjà divisé 2θ par 2. Là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va appliquer directement ces valeurs dans la formule pour chercher la distance réticulaire D, la longueur d'onde sur 2 sinus θ, directement. Par contre, ici, on doit diviser par 2 pour trouver D. Alors, une fois D trouvé, la distance réticulaire, on va utiliser cette formule qui est déjà donnée et on va chercher les paramètres cristallographiques C. Les questions qu'on donne en général dans ce genre d'exercice, les voici. Alors, calculer les paramètres cristallographiques A et C. Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure sur le diffractogramme avant, pour calculer les valeurs de ces deux paramètres A et C, je répète encore une fois, A et C, parce que c'est un système hexagonal. A égale B différent de C. C'est pour ça qu'on cherche que A.
comme je l'ai dit tout à l'heure, pour trouver A, je dois éliminer C. Et pour éliminer C, je dois trouver un plan dans lequel L égale 0. Exemple, 1, 0, 0, L égale 0. 2, 0, 0, L égale 0. 2, 1, 0, L égale 0. Dans ce plan, H égale 2, K égale 1, et L égale 0. L égale 0, ça veut dire que je vais éliminer C. Pour trouver C, on va choisir le plan dans lequel H et K égale 0 et L différent de 0. Exemple, 0, 0, 2. 0, 0, 2, H égale 0, K égale 0. Je vais éliminer A. Et je vais remplacer L dans la formule par 2. 2 au carré. Un autre plan ici. 0, 0, 4. Donc H égale 0, K égale 0 et L égale 4. Je remplace L par 4 dans la formule. Et comme ça, je vais chercher les paramètres A et C. Pour estimer la teneur en CE2, il faut connaître l'équation que je vous ai donnée tout à l'heure. Alors, on va voir maintenant le quatrième point de notre plan. Il s'agit de connaître les conditions paléogéographiques des dépôts phosphatés. Tout d'abord, la formation des séries phosphatées exige trois principales conditions. Je rappelle, une série phosphatée, ça veut dire qu'on a 4 faciès. Faciès phosphatée, faciès carbonatée, faciès argileux et faciès siliceux. Pour former cette série, il faut 3 conditions. D'abord, il faut une source pour les éléments chimiques qui rentrent dans la formation de l'apatite. On les a vus tout à l'heure. Le plus important, c'est le calcium, le fluor, le phosphore et le carbone. Pourquoi le carbone? Parce que nous avons dit que l'apatite qui constitue les phosphates sédimentaires, c'est la francolite. La francolite, c'est l'apatite dans laquelle le phosphore est remplacé par le carbone. Ensuite, il faut un milieu favorable à la précipitation de l'apatite. On va voir de quel milieu on parle. Ensuite, il faut une période favorable à la formation de l'apatite. Nous avons vu avant, il y a certaines périodes géologiques qui sont favorables plus que d'autres à la formation de phosphate ou bien à la formation de l'apatite. On va voir maintenant quelle est la source des éléments chimiques pour former l'apatite. Alors, la source des éléments chimiques qui rentrent dans la formation de l'apatite, comme je l'ai dit tout à l'heure, le calcium, le phosphore, le carbone, le fluor sont les éléments les plus importants pour former l'apatite, ou plutôt la francolite. On parle des phosphates sédimentaires. Ensuite, concerne maintenant l'origine de ces éléments. Pour le calcium, le carbone et le fluor, ils viennent de l'eau de mer. Le carbone à cause de la matière organique. Par contre, pour le phosphore, il y a différentes hypothèses. Il y a des chercheurs qui parlent de l'altération chimique, il y a d'autres qui parlent de la matière organique, c'est-à-dire que l'origine du phosphore peut être soit l'altération chimique, l'hydrolyse, l'altération chimique sur le continent, l'évacuation de phosphore et précipitation dans l'eau de mer. Mais aujourd'hui, la plupart des études montrent que la matière organique peut être à l'origine du phosphore. Et c'est ça que je vais aborder dans la suite de cet exposé ou bien de cette présentation. Je vais donner quels sont les principaux arguments qui militent en faveur de la matière organique comme origine de phosphore pour former l'apatite. Alors voici un tableau qui nous donne la comparaison de l'eau chaude de surface et les eaux profondes dans un océan. On remarque que pour le carbone, les teneurs sont importantes. Pour le calcium, les teneurs aussi sont très importantes. Par contre, on remarque ici que en surface, le phosphore est presque nul. Par contre, il se trouve en profondeur. Une petite explication concernant cette teneur presque nulle, 0, en surface de phosphate. Alors ça veut dire qu'en surface, il y a du phosphore, beaucoup de phosphore, mais tout le phosphore il est utilisé par les micro-organismes. Autrement dit, le phosphore il n'est pas libre, il n'est pas dissous. Alors si on fait une sonde pour analyser le phosphore, on ne va pas le trouver libre, mais il est pris par les micro-organismes. Il se trouve à l'intérieur des micro-organismes. Voici une autre figure
qui peut expliquer davantage ce que je viens de dire. Alors ici, vous avez ce qu'on appelle un modèle à deux boîtes. Deux boîtes, ça veut dire qu'il y a la boîte qui représente la surface et la deuxième boîte qui représente la profondeur. Ici, le phosphore, au niveau de la surface, il est consommé par ces micro-organismes, et ces micro-organismes, après leur mort, ils vont descendre en profondeur, donc les résidus organiques. Ces résidus organiques, ils vont descendre en profondeur. Il y a une partie qui va sortir du système, qui va rester fixée au sédiment. Par contre, il y a toute une autre partie de phosphore qui va remonter en surface. On a déjà parlé avant de cette remontée. Il s'agit de ce qu'on appelait courant ascendant ou upwelling. Je rappelle, au niveau des océans, les eaux de surface se déplacent de l'est vers l'ouest. Ce déplacement superficiel des eaux est compensé par un déplacement en profondeur qui va ramener les eaux chargées en éléments nutritifs, y compris le phosphore, vers la surface. Alors c'est ça ce que représente cette figure. Sur cette figure, si vous avez l'Afrique, l'océan Atlantique et l'Amérique, la même chose, mais là on va comparer à la teneur en phosphate en milligrammes de P2,5 par mètre cube, ici. Là, vous avez les planctons, ou bien le plancton en milliers d'individus. Donc vous avez ici le plancton, ici le phosphate, plutôt le phosphore. On remarque sur cette figure que la plupart du phosphore se trouve du côté est, vers l'Afrique. Par contre, vers le côté ouest, on ne trouve pas de phosphore. Ça s'explique facilement par ce qu'on a déjà vu. En surface, les eaux se déplacent de l'Afrique vers l'Amérique, et ce déplacement en surface est remplacé par un déplacement en profondeur qui va ramener le phosphore vers la surface. C'est la raison pour laquelle on trouve ici le phosphore, alors que ici il n'y a rien. Sur cette figure, on voit qu'il y a un parallélisme entre la présence du phosphore et la présence du plancton. Ça veut dire que le phosphore est utilisé par le plancton. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau de la surface, on ne trouve pas de phosphore. C'est ce que j'ai dit avant. Tout le phosphore en surface, il est consommé ou bien il est utilisé par les micro-organismes. Dans ce cas, il s'agit du plancton. Et c'est ça qui explique que la plupart des phosphates se trouvent du côté est, alors que vers du côté ouest, il n'y a pas de phosphate. Cette photo représente le plancton. C'est des micro-organismes très petits. Alors, la présence des micro-organismes va provoquer un développement important des poissons, parmi lesquels on trouve le requin. Et comme on l'a déjà vu avant, un seul requin, pendant sa vie, il peut développer plusieurs dents, et c'est la raison pour laquelle on trouve ici de nombreuses dents dans les phosphates sédimentaires. Encore une fois, alors lorsqu'on trouve beaucoup de dents, beaucoup de bioéléments, il ne faut pas continuer à dire que les phosphates sédimentaires sont formés suite à l'accumulation des coquilles. Ce n'est pas vrai. On verra ça dans la suite de la présentation. Donc là, on va voir le cinquième point, qui est la phosphatogenèse, la formation des phosphates, et la formation des gisements. Avant de parler de la phosphatogenèse, je vous montre cette figure qui représente une carte paléographique sur laquelle on trouve ici le bassin de l'Abdoun, Timhdit, en tiré, c'est l'extension probable de la sédimentation phosphatée. Et sur cette carte, on remarque d'une part que l'eau de l'océan qui a formé ces phosphates est rentrée par cet endroit, et puis il est rentré sur le continent sous forme de golfe, coincé entre Hamna et Jbilet. Donc c'est des golfes qui sont allongés et qui ne sont pas très profonds.
Alors en quelque sorte, ici, on peut parler de la plateforme dans laquelle les phosphates se sont déposés. Cette figure montre la modalité de la combinaison de la matière organique et phosphatogénèse. Je m'explique. Si vous avez donc la plateforme, comme j'ai dit tout à l'heure, correspond au golfe dans lequel le phosphate s'est formé. Si vous avez la plateforme, l'eau elle n'est pas très profonde, contrairement au bassin. En rouge, ici, j'ai représenté le déplacement superficiel de l'océan vers l'ouest. Ce déplacement en surface il est compensé par un déplacement en profondeur. Ce déplacement en profondeur il va ramener, par du courant ascendant au upwelling, il va ramener le phosphore en surface. Donc l'arrivée du phosphore vers la surface va provoquer un développement important des micro-organismes, comme le plancton. Et lorsque ces planctons, ou bien ces micro-organismes meurent, les débris organiques vont se déposer sur le fond de la plateforme et vont se mélanger à l'eau interstitielle. Ici, vous avez l'eau libre. Et c'est ici où on va avoir la formation de l'apatite qui contient le phosphore et qui est le minéral important des phosphates. Pour bien comprendre la formation de l'apatite et la phosphatogénèse en général, voici une figure qui représente le plateau continental péruvien. Le Pérou, il est là. Sur ce plateau, on a réalisé une carotte qui est prélevée à 185 mètres de profondeur. Alors ça veut dire que cette carotte, on a traversé 185 mètres de l'eau libre pour arriver à l'eau interstitielle. On va prendre l'eau interstitielle et on va voir la teneur en phosphate. Alors voici le résultat. Alors ici, vous avez la profondeur en centimètres, parce qu'il s'agit de cette partie qui représente l'eau interstitielle. Et là, vous avez la teneur en phosphore. On remarque que ici, le phosphore pratiquement elle est très faible, pratiquement nul. Puis à fur et à mesure, sa teneur augmente. Et puis, arrivé à certaines teneurs, ici, le phosphore commence à diminuer. Voici l'explication. Alors, ici, à ce niveau-là, le phosphore augmente. Pourquoi? Parce que la matière organique se décompose. On a vu tout à l'heure que ici vous avez les micro-organismes, le plancton. Après la mort, les débris organiques se déposent sur le fond, au niveau de l'eau interstitielle. À ce niveau-là, les débris organiques, ou bien la matière organique, commence à se décomposer par oxydation, par des bactéries, et la matière organique va libérer le phosphore. Et c'est ça qu'on voit ici sur cette branche. Donc le phosphore augmente jusqu'à une certaine teneur. Arrivé à cette teneur, on a formation de l'apatite, ici. Ensuite, on remarque que le phosphore commence à diminuer, tout simplement parce que le phosphore commence à rentrer dans l'apatite. Et cette figure elle est très importante parce qu'on nous montre que l'apatite se forme à ce niveau-là. Et regardez à quelle profondeur, à peu près 15 cm. 15 cm veut dire qu'il s'agit de la diagenèse précoce. Alors, on vient de voir que l'apatite se forme dans les eaux interstitielles pendant la diagenèse précoce. Voici un modèle qui explique la formation de l'apatite par voie organique. C'est-à-dire que l'origine du phosphore qui forme cette apatite est une origine organique, la matière organique. J'explique. Ici, vous avez l'environnement marin, l'océan,
Ici, vous avez les eaux ouvertes, vous avez l'apouline, c'est-à-dire le courant ascendant. Comme je l'ai déjà expliqué, le courant ascendant ramène le phosphore et d'autres éléments nutritifs comme le silicium, ramène le phosphore vers la surface, sur le côté est. L'arrivée du phosphore va provoquer le développement important de l'activité biologique. Prolifération des micro-organismes comme le plancton. Après la mort de ces micro-organismes, les débris organiques vont tomber sur le fond de la plateforme. Et là, on a deux parties. Soit la matière organique, qui constitue le corps du micro-organisme, soit la matière minérale, qui constitue la coquille de l'organisme. Alors, la coquille peut être soit formée de calcium, soit de silicium. La matière organique peut être à l'origine de l'énergie pour les bactéries. Donc les bactéries vont l'attaquer pour avoir leur énergie. Et lorsque les bactéries s'attaquent à la matière organique, ils vont la dégrader, ils vont la décomposer, et par conséquent, il y a libération de phosphore. Ce phosphore, par l'intermédiaire donc des bactéries, va former l'apatite. Et la décomposition de la matière organique par les bactéries se fait pendant la diagenèse précoce. Alors les facteurs qui gouvernent la formation de l'apatite sont soit externes, soit internes. Externe, la profondeur qui n'est pas très importante, l'agitation de l'eau, comme on va par la suite, qui va oxyder un peu le milieu, et puis la température adéquate. Alors, pour les facteurs internes, la substance. On a déjà vu que les phosphates se forment sur une plateforme stable. Autrement dit, il n'y a pas de subsidence. Alors, s'il n'y a pas de subsidence, la matière organique va être décomposée et former l'apatite et les phosphates d'une manière générale. C'est ça la phosphatogénèse. Ce modèle est vérifié par l'expérimentation. En effet, de nombreuses expériences ont été réalisées au laboratoire. Par exemple, ici, vous avez un bécher dans lequel nous avons mis les trois éléments importants pour former l'apatite, à savoir le phosphore, le fluor, le calcium. Le phosphore a été mis sous forme organique, c'est-à-dire, par exemple, l'ARN, l'acide ribonucléique. Et puis, le calcium. Le calcium, il est mis soit en solution, ça veut dire qu'on a dissous la matière qui contient le calcium, soit sous forme d'eau solide, c'est-à-dire ici un os de sèche. Un os, ça veut dire c'est une coquille de sèche, une coquille qui contient de la calcite, CaCO3, et le fluor. Après quelques mois, voici le résultat. Alors dans le milieu stérile, on n'a remarqué aucun changement. Ça veut dire que le milieu est resté le même que celui du départ. Par contre, dans les milieux qui ne sont pas stérilisés, on a remarqué de nombreux changements. La couleur, l'odeur, etc. Alors ce changement témoigne de la présence des bactéries. Alors ces bactéries, ils ont attaqué la matière organique mise sous forme d'ARN, et puis ils ont libéré le phosphore, plus le calcium et le fluor, ils ont formé l'apatite. À la fin de l'expérience, donc on a récupéré l'apatite et on l'a étudié par diffraction des rayons X, et on a retrouvé exactement le même diffractogramme que celui des phosphates sédimentaires. Pour terminer, je précise juste que l'apatite peut se former selon deux mécanismes. Alors le premier, c'est que l'apatite peut se former par précipitation directe. Ça veut dire que ici, au fond du bécher, ici, on a la formation de l'apatite. Alors cette apatite, elle est formée par le phosphore qui est libéré par la décomposition de la matière organique, par le fluor et par le calcium qui est mis en solution. Deuxième mécanisme, que l'apatite peut se former par remplacement ou ce qu'on appelle l'épigénie. Alors ça veut dire, dans ce cas,
l'apatite se forme à part de phosphore fluor et le calcium qui est émis sous forme de coquille. Et à la fin de l'expérience, on a observé la coquille au microscope électronique à balayage et on a remarqué que la coquille qui était formée de carbone et calcium, elle est maintenant formée de l'apatite. Autrement dit, l'apatite a remplacé le carbonate de calcium.